Bonjour et bienvenue au webinaire intitulé S'outiller pour influencer si vous aviez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français et je serai votre animatrice aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, une reconnaissance. Donc, je reconnais que je me situe sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature du traité de paix et d'amitié que les Mi'kmaq ont conclu avec la couronne britannique en 1725, excusez-moi. Je remercie les peuples Mi'kmaq de leur hospitalité sur ces territoires non cédés. Quelques mots sur la Société Santé en français. La Société Santé en français, c'est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. Les objectifs poursuivis par les webinaires sont d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et finalement de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Les webinaires sont rendus possibles grâce au financement de Santé Canada. Notre panéliste d'aujourd'hui est Mme Sarah Chaput. En tant que directrice du Réseau francophone international de promotion de la santé, Région des Amériques, depuis octobre 2019, Sarah Chaput travaille en collaboration avec diverses parties prenantes pour renforcer l'action en promotion de la santé. Sarah Chaput est titulaire d'un baccalauréat en nutrition et d'une maîtrise en santé publique de l'Université de Montréal. Sarah a notamment œuvré comme conseillère scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec et comme chargée de projet au sein du Public Health Advocacy Institute of Western Australia. Elle compte plusieurs publications à son actif sur les thématiques du plaidoyer en promotion de la santé, de l'équité en santé, des boissons sucrées et de l'accès aux aliments sains. Elle a pris une part active au sein de la 24e conférence mondiale de l'Union internationale de promotion et d'éducation à la santé, en tant que membre du Comité scientifique mondial, que présidente du sous-comité scientifique francophone et de maîtresse de cérémonie. Sarah valorise le partage des connaissances et des expertises en promotion de la santé et le développement de relations entre les parties prenantes. Je m'excuse, j'ai de la difficulté à lire mes notes. Alors, avant de céder la parole à Sarah, j'aimerais aborder quelques éléments de logistique avec vous pour vous indiquer que vous êtes tous présentement en mode sourdine, mais que nous souhaitons ardemment votre participation tout au long du webinaire. Donc, vous pouvez participer en utilisant la boîte de conversation, communément appelée Chatbox, au bas de votre écran, ou vous pouvez aussi utiliser la boîte Q&R, questions et réponses, au bas de votre écran. Au cours du webinaire, il y aura quelques questions de sondage interactif. Alors, vous allez les voir affichées à l'écran présentement. Ces questions sont facultatives, vos réponses sont anonymes, mais nous vous encourageons à y répondre. Alors, voyez présentement les premières questions de sondage interactif. Donc, la question 1, on veut savoir d'où vous êtes aujourd'hui. Du Canada, soit la province de Québec, le Canada, des autres provinces et territoires à l'extérieur du Québec, en Amérique, en Europe, en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient ou en Asie, en Océanie ou autre. Alors, vous répondez selon ce qui est votre situation actuelle. Et la question 2 est la suivante. Comment évaluez-vous votre niveau d'expérience en plaidoyer pour la santé? Alors, beaucoup d'expérience, moyennement, peu ou pas du tout. Et finalement, la troisième question. Avez-vous déjà consulté le guide du plaidoyer disponible sur le site du REFIS?
Oui, vous l'utilisez dans votre pratique. Oui, vous l'avez consulté ou non, vous ne le connaissiez pas. Alors, merci de répondre en cochant les bonnes réponses. Une fois que les réponses sont inscrites, vous pouvez cocher sur « Soumettre, s'il vous plaît ». Une fois que 70% d'entre vous aurez voté, nous afficherons les réponses à ces 3 questions de sondage interactif. Et en attendant, j'aimerais vous dire que nous sommes nombreux en ligne présentement. Alors, nous en sommes très contents, des gens qui viennent d'un peu partout de la francophonie canadienne, mais aussi de la francophonie internationale. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Nous allons maintenant être prêts à afficher vos réponses et d'en connaître un peu plus sur qui vous êtes. Alors, nous y sommes. Donc, pour l'instant, d'où vous venez? Alors, 44% d'entre vous provenez du Québec, 19% de l'extérieur du Québec, mais provinces et territoires des francophones. 26% d'entre vous venez de l'Afrique subsaharienne, 4% de l'Europe. Alors, c'est très intéressant de voir qu'on a quand même un auditoire en direct très varié. Et maintenant, votre niveau d'expérience en plaidoyer pour la santé. 42% d'entre vous estimez que vous avez une expérience moyenne. 41% d'entre vous ont peu d'expérience. Alors, aujourd'hui sera une bonne occasion d'en connaître un peu plus sur le plaidoyer pour la santé. Et finalement, par rapport à votre utilisation du guide, 75% d'entre vous ne connaissiez pas le guide. Alors, belle occasion en ce webinaire de le connaître davantage. 21% d'entre vous l'avez déjà consulté. Alors, merci beaucoup de ces réponses. Ça nous donne une bonne idée de qui est avec nous aujourd'hui. Et sans plus tarder, je cède la parole à notre conférencière du jour, Madame Sarah Chaput. Sarah? Et merci beaucoup, Nathalie, pour l'introduction. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez le bon écran? C'est parfait. Oui, génial. Bien, merci beaucoup pour l'introduction et c'est comme Nathalie le disait, on est intéressé à savoir qui vous êtes. Donc, je vous invite déjà dès maintenant, avant que je commence à entrer dans le vif du sujet, à vous présenter à vos collègues dans le webinaire. Donc, il y a déjà plusieurs personnes qui ont commencé à le faire. On a des gens de France, d'Haïti, du Québec, de l'Afrique. Donc, c'est toujours plaisant pour les participants et participantes de savoir qui d'autre est présent. Ça crée un sentiment de communauté, ça apporte un petit peu de chaleur humaine derrière nos écrans. Donc, je vous invite déjà à faire ça. Et bonjour à toutes les personnes aussi que je connais. Je vois passer des noms que je connais, donc c'est apprécié. Je suis contente que le sujet vous intéresse. Alors, mon intention pour le webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter de la conscience par rapport au pouvoir d'influence que vous avez. Et plus précisément, les objectifs sont de reconsidérer certaines croyances qui sont souvent limitantes, qui sont liées à la pratique du plaidoyer. Et c'est aussi de vous familiariser avec les notions du guide pratique plaidoyer pour la santé du REFIPS. Donc, c'est vraiment sur ces notions que je vais m'appuyer pour faire ma présentation d'aujourd'hui. Et enfin, évidemment, mon objectif, c'est aussi de vous inspirer à passer à l'action. Donc, dans un premier temps, on va contextualiser le plaidoyer dans un contexte vraiment de promotion de la santé. On va parler de pouvoir, de politique, de contexte d'utilisation du plaidoyer. On va décortiquer ensemble certaines croyances limitantes et présenter quelques facteurs de succès et des défis. Alors, d'abord, juste très brièvement, je voulais juste le Réseau francophone international pour la promotion de la santé, donc le REFIPS, qui est l'organisation pour laquelle je travaille. Donc, vraiment brièvement, juste pour vous dire qu'on est centré sur les pratiques de terrain et qu'on vise l'action sur les déterminants de la santé et la réduction des inégalités sociales de santé, et ça dans une perspective de développement durable. Et que nos principales activités, en fait, tournent autour du partage de connaissances, d'outils et de bonnes pratiques en promotion de la santé, autour d'activités de formation et d'événements, comme le webinaire d'aujourd'hui, et également autour de la mise en réseau des acteurs de l'écosystème en promotion de la santé. Alors, tout le long du webinaire, je vais souvent mentionner le mot santé. Donc, la santé en promotion de la santé, c'est important là, de définir ce qu'on veut dire par là. On réfère vraiment à un état complet de bien-être physique, spirituel,
mental, émotionnel, social, environnemental, culturel, financier. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment un concept qui est multidimensionnel. Donc, la santé a vraiment plusieurs dimensions. Donc, c'est vraiment cette définition-là que je vais référer aujourd'hui quand je vais mentionner le mot santé. Donc, pas au concept limité qu'on a souvent de la santé physique. Donc, la promotion de la santé, c'est une branche de la santé publique et qui est vraiment un champ de pratique intersectoriel qui est à cheval, en fait, entre le domaine sanitaire et le domaine social. Donc, on mise vraiment sur des approches écosystémiques pour apporter des changements sur les déterminants de la santé. Alors, parce que je sais que certaines personnes, peut-être, qui se sont inscrites au webinaire, qui sont peut-être moins familières avec la promotion de la santé, c'est pour ça que je prends le temps de rapidement de contextualiser. Donc, les déterminants de la santé, en fait, c'est tous les facteurs qui influencent notre santé. Donc, les milieux de vie dans lesquels on apprend, on joue, on travaille, on vit, donc influencent notre état de santé et notre bien-être, tout comme l'environnement global un peu plus large dans lequel on se trouve. Donc, c'est sur ces déterminants qu'on va vouloir agir quand on fait du plaidoyer en promotion de la santé. Alors, le plaidoyer, l'image que je vous voyez ici, c'est vraiment le référentiel de compétences en promotion de la santé. Ce n'est pas le seul, il y en a quelques-uns, mais c'en est un qui est beaucoup utilisé pour bâtir les programmes en promotion de la santé. Et ce que je voulais mettre en lumière, c'est que le plaidoyer pour la santé, c'est vraiment une compétence clé qui est vraiment explicitement nommée dans le domaine de la promotion de la santé qui est à développer. Donc, ce plaidoyer et toutes les compétences en promotion de la santé se basent, comme vous pouvez le voir au milieu dans le triangle, sur des valeurs éthiques. Donc, en promotion de la santé, les valeurs éthiques, quelles sont-elles? Bien, essentiellement, je ne les ai pas toutes mises, mais j'en ai mis quelques-unes qui reflètent quand même l'essence et la nature, disons, du domaine. Donc, en promotion de la santé, on considère la santé comme étant un droit essentiel. On accorde beaucoup de valeur au respect des droits, de la dignité et de la diversité. On valorise l'équité, la justice sociale, l'honnêteté, l'empowerment et le développement et les actions durables. Donc, on agit vraiment dans une optique de pérennité et en cohérence aussi avec la santé des écosystèmes. Donc, je vais prendre pour acquis quand même qu'on a pas mal les valeurs communes. D'habitude, les gens dans notre communauté partagent ces valeurs-là et ce que je constate dans ma pratique, c'est que c'est beaucoup ces valeurs qui nous unissent, en fait. Donc, le plaidoyer, quand on parle de plaidoyer, de quoi on parle? En fait, il y a beaucoup de définitions du plaidoyer. Il y en a quand même plusieurs. Mais nous, dans le cadre du guide en promotion de la santé, on a regardé toutes ces définitions-là, puis on a ressorti quelques éléments clés qu'on retrouvait beaucoup dans chacune des définitions. Et il y avait 4 vraiment éléments principaux. Le premier, c'est que le plaidoyer, ça consiste à exposer une problématique pour laquelle le statu quo n'est pas adéquat. Donc, il y a vraiment une notion de changement. On veut changer quelque chose. Ensuite, le deuxième élément, c'est que le plaidoyer consiste à soutenir activement une cause et à persuader les autres de son importance. Ensuite, il y a également une question de représentation d'individus ou de groupes, parce qu'évidemment, souvent, on parle au nom de certains groupes. Donc, il n'y a pas 10 000 personnes, évidemment, qui parlent en même temps. Il y a souvent des porte-paroles, des messagers. Donc, il y a vraiment un élément de représentation. Et ensuite, il y a également un élément d'influence. Donc, on cherche à influencer la prise de décision ultimement. Donc, partout où un changement doit se faire, le plaidoyer a un rôle à jouer. Donc, même si c'est à très petit, que ce soit à un niveau international ou à un niveau très, très local ou même au sein de l'organisation pour laquelle vous travaillez, dès qu'il y a un changement, vous pouvez vous référer aux outils que vous propose le plaidoyer pour mettre en place le changement que vous souhaitez voir. Le guide plaidoyer pour la santé, en fait, a été développé parce que dans les différentes activités du REFIPS, on avait constaté qu'il y avait vraiment un besoin de soutien dans la pratique qui avait été exprimé à maintes reprises. Et on voit encore maintenant, on le ressent dans les webinaires, ça fait 2 webinaires qu'on prépare sur ce sujet-là et il y a vraiment un grand intérêt. Et donc, voilà, c'est très rassurant, en fait, parce qu'on voit qu'on en parle de plus en plus. Même il y a 2 semaines se tenait la 24e conférence mondiale en promotion de la santé et c'était vraiment un sujet fort.
évidemment, le thème était les politiques publiques pour la santé, le bien-être et l'équité. Donc, le plaidoyer a pris quand même beaucoup de place. Donc, moi, ça me réjouit de voir qu'on en parle de plus en plus et que les gens ont un intérêt et sont curieux envers le plaidoyer. Donc, la population, le guide, en fait, vise toute personne qui souhaite mener une démarche de plaidoyer en promotion de la santé, peu importe sa profession ou son milieu de travail. Donc, ce qui cherche à faire, c'est d'informer sur la pratique du plaidoyer, ses méthodes, outiller concrètement pour réaliser la stratégie de plaidoyer et enfin inciter à passer à l'action. Donc, ce que le guide propose, c'est une démarche structurée pour mener un plaidoyer. Donc, c'était élaboré par un groupe de travail international qui est composé de plusieurs personnes qui sont expérimentées en matière de plaidoyer. Donc, essentiellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé des outils existants et on les a réunis. On a pris ceux qui revenaient le plus souvent, puis on a construit quelque chose à partir de ça. Et dans le fond, on le présente aussi comme un guide, comme un outil évolutif. C'est-à-dire que on a sorti une première version à partir des outils qui existaient déjà, mais c'est certain qu'avec la rétroaction éventuellement qu'on va recevoir des gens qui l'utilisent et avec nous-mêmes nos réflexions qui avancent, c'est sûr qu'éventuellement, on a un intérêt à améliorer l'outil pour qu'il soit encore plus utile à la pratique une fois qu'il aura été davantage testé par les intervenants dans leur pratique. Donc, on a accompagné, pour inspirer davantage à l'action, on a accompagné le guide de 5 fascicules qui présentent différentes démarches de plaidoyer qui ont été menées à travers le monde. Donc, ce sont des exemples qui proviennent vraiment des 4 coins du monde et qui ont été menés, dont les personnes qui étaient le leader qu'on a interviewé ont des profils très, très différents et menaient des démarches aussi sur des thématiques très différentes, à différents niveaux d'action. Donc, il y en a qui étaient très locales, d'autres qui étaient internationales. Donc, l'intention vraiment avec ces fascicules, c'était de voir la diversité d'actions en plaidoyer qui existent. Puis, dans le fond, dans chacun des fascicules, vous voyez, c'était qui les partenaires, les opposants, les facteurs de succès, les défis. Donc, c'est super intéressant à les consulter pour se nourrir l'esprit. On a également publié très récemment, cette semaine, un recueil des outils qui sont proposés dans le guide. Donc, ce recueil rassemble tous les outils qu'on propose, mais en format Word. Donc, notre intention, c'était vraiment de vous faciliter la vie pour que vous puissiez préparer votre démarche de plaidoyer avec un outil qui était déjà prêt à utiliser. Donc, je vous ai sorti 2 exemples là, des fascicules. En fait, il y en a un qui était pour un plaidoyer pour l'éradication de la violence envers les femmes en Nouvelle-Calédonie. Donc, j'ai ressorti des citations de leurs entrevues. Donc, ce que Mme Sonia Tonia nous disait de la Nouvelle-Calédonie, c'était que pour se faire entendre, il nous faut davantage développer de nouveaux moyens pour agir sur la conscience des décideurs. Et on a également M. Fabien Burnotte du Canada, qui a été fort impliqué dans un plaidoyer pour le développement d'un réseau cyclable utilitaire dans la ville de Sherbrooke. Et ce qu'il disait, c'est moi, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai parlé aux ingénieurs de la ville, mais ils m'ont dit que ce n'était pas eux qui décidaient, mais les politiciens. À ce moment-là, il a commencé à s'intéresser aux politiciens. Donc, c'est là que sa démarche de plaidoyer a commencé. Donc, je vous ai demandé, je vous ai envoyé une question très hier, je pense, fait que c'était quand même assez à la dernière minute, mais il y a quand même plusieurs d'entre vous qui ont répondu. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre réactivité. Donc, ce que je vous ai demandé pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu passer et également pour le bénéfice des autres personnes, des autres participants et participantes. Donc, si vous aviez un super pouvoir et que vous pouviez changer une chose dans le monde qui vous entoure, qu'est-ce que ce serait? Donc, je vous invite à y penser et à inscrire vos réponses dans le chat pour qu'on puisse voir un petit peu qu'est-ce qui intéresse, viscéralement, qu'est-ce qui intéresse les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, j'attends qu'il y ait des réponses qui commencent à surgir dans le chat. Il y a déjà des personnes qui avaient répondu et je vous dirais que ça tournait beaucoup autour du bien-être, de l'équité, notamment de la répartition des richesses, tout ce qui est le vivre ensemble,
l'élimination de la stigmatisation, de la pauvreté, évidemment la paix, l'élimination des conflits, les changements de mentalité. Je vous dirais que c'était beaucoup autour de ça que ça tournait. Il y en a d'autres qui nomment des choses dans le chat, le bien-être des jeunes, l'inégalité sociale, la qualité de vie. On voit qu'on est pas mal, on est très proche, on a beaucoup de valeurs communes on a une vision du monde qu'on pourrait dire qui est très cohérente. Qualité de vie au quotidien. Les inégalités sociales, ça ressort vraiment beaucoup, c'est intéressant. C'est vraiment une préoccupation dans le monde qui est de plus en plus présente. Okay. Donc, ensuite, je vous ai demandé, dans le même questionnaire, selon vous, quel type de pouvoir est nécessaire pour changer ce que vous voulez changer? Ou là, je pourrais le reformuler en disant, qu'est-ce que ça prendrait, en fait, pour changer ce que vous voulez changer? Et puis là, il y en a dans les réponses qui m'ont dit que ça avait l'air gros, que ça prendrait un pouvoir divin. Donc, ça revient quand même souvent, ce genre de réaction, de ce sentiment de ne pas avoir d'impact potentiel ou ce sentiment d'impuissance, si je peux dire. Par contre, il y en a d'autres qui ont nommé autre chose. Donc, il y en a qui ont nommé qu'est-ce que ça prendrait de l'engagement des gens, être au service de plus grand que soi. Commencer petit, il y en a qui disaient y croire, ça prend donc viscéralement, il faut y croire. Ensuite, il y en a qui ont nommé la vulgarisation, la communication auprès des populations et des décideurs, la capacité à s'exprimer et à agir, l'empowerment. Il y avait aussi de s'instruire. Il y en a qui ont nommé s'instruire, les connaissances, l'éducation. Donc, même que quelqu'un a mentionné que c'était probablement un pouvoir, les connaissances qu'on a. Il y a quelqu'un qui a nommé également être au bon endroit au bon moment. Donc, il y a quand même beaucoup de choses différentes. Puis moi, ce que je trouvais intéressant, c'était qu'il y en a quand même beaucoup là-dedans sur lequel on peut faire quelque chose. Je trouvais que c'était quand même relativement raisonnable en général ce qui ressortait. Donc, je vous dirais que celui qui ressortait le plus, c'était vraiment les politiques. Donc, ça, c'était vraiment celui qui avait été nommé le plus de fois. Donc, merci pour votre réactivité, vos réponses dans le chat. Je suis contente de votre participation. C'est vraiment agréable de vous lire. Pouvoir politique, action durable, l'engagement, encore une fois. Donc, cela dit, ça m'amène à poser la question qui était le titre aussi du webinaire. Et si vous aviez plus de pouvoir que vous ne le pensez? Donc, le pouvoir, est-ce que c'est seulement une question d'argent et d'autorité? Honnêtement, j'ai été surprise que personne qui nomme l'argent. C'est intéressant. Donc, l'argent, ça ne semblait pas quelque chose qui ressortait comme étant ce dont on a besoin pour voir les changements qu'on veut voir se produire. Donc, l'autorité, par contre, ça a été revenu quand même souvent. Donc, les décideurs, d'influencer les politiques. Alors, donc, il y a d'autres types de pouvoirs. Souvent, c'est ceux-là, quand on pense à pouvoir, on pense souvent à l'argent et à l'autorité, mais il y a d'autres types de pouvoirs. Et ce que je vous dirais, c'est comprendre notre propre pouvoir. C'est une étape essentielle pour le renforcement de notre capacité à agir. Donc, le pouvoir, ce n'est pas que l'argent ou l'autorité, c'est aussi nos connexions, notre réseau, notre expertise, notre expérience, nos connaissances, il y en a qui l'avaient nommé, notre réputation, notre légitimité, notre engagement, notre motivation. Donc, tout ça, c'est des formes de pouvoir. Puis, je vous dirais qu'un des plus grands pouvoirs qu'on a, que je trouve qu'on ne mentionne pas souvent, c'est notre nombre. Donc, vous voyez, ce que je voulais vous faire réaliser, c'est que vous voyez, tout ce qu'on a nommé, on a nommé beaucoup les inégalités sociales, tout ce qu'on a nommé correspond à une vision commune du monde. Et on est beaucoup à penser la même chose, on est beaucoup à partager les mêmes valeurs et à avoir un monde idéal de la même façon. Donc, évidemment, on n'est pas tous nécessairement d'accord sur les stratégies prioritaires à mettre en place pour atteindre cette vision-là, mais quand même, on part avec quelque chose d'intéressant, donc les valeurs et une vision. Donc, ce que j'aime dire, en fait, c'est qu'on surestime ce qu'on ne peut pas contrôler, mais on sous-estime ce qu'on peut influencer.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que soit il y a des personnes qui avaient nommé un pouvoir divin ou qui voyaient ça comme quelque chose de gros, ce qu'ils voulaient changer. Mais par contre, souvent, on sous-estime que, dans le fond, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on met dans le panier, des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais qu'en fait, on pourrait les influencer. Mais pour bâtir notre société idéale, qui est axée sur la santé, le bien-être, l'équité, on a besoin d'agir sur les déterminants de la santé. Et souvent, quand on est des professionnels de la santé ou des services sociaux ou qu'on est enseignant, je ne sais pas exactement, des gestionnaires, je pense qu'on a aussi des gestionnaires dans la salle aujourd'hui, mais souvent, on n'a pas toujours le pouvoir décisionnel d'agir sur ces déterminants. Donc, par exemple, moi, en tant que citoyenne de ma ville, évidemment, ce n'est pas moi qui décide comment mon quartier sera aménagé. Donc, on n'a pas nécessairement ce pouvoir-là directement, mais on est porteur de solutions et on a un pouvoir d'influencer. On a une capacité à influencer. Et en fait, ce que je trouve, c'est que souvent, les gens en général reconnaissent bien quels sont les enjeux, quelles sont les solutions potentielles. Il y a plein de bonnes idées, il y a beaucoup d'expertise, mais souvent, on garde ça en nous, dans notre salon, mais ce que je tiens à vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de sortir de son salon. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a besoin de sortir de sa zone de confort, puis de justement oser. Parce que si on garde toutes ces bonnes idées-là dans notre salon, chacun de notre côté, bien, effectivement, les changements qu'on va vouloir voir se produire ne vont pas se produire. Donc, ce que j'encourage à faire, c'est qu'on puisse utiliser nos pouvoirs à leur plein potentiel. Donc, vraiment en prendre conscience pour pouvoir les utiliser au maximum de leur capacité. Donc, le plaidoyer, dans quel contexte on peut mener une démarche de plaidoyer? C'est très varié. Donc, essentiellement, je pourrais résumer ça par le fait qu'on veut changer, assurer la mise en application ou faire accepter socialement des politiques, lois, procédures, normes ou programmes. Par exemple, et ça, c'est quelques exemples, vraiment parmi beaucoup d'exemples. Donc, par exemple, on voudrait obtenir plus de financement pour un programme, mettre en place une nouvelle politique organisationnelle ou une nouvelle pratique dans notre milieu. Des fois, on voudrait justement faire les choses différemment à notre travail, par exemple. On a besoin pour ça de convaincre nos collègues, convaincre notre supérieur immédiat. Un autre exemple serait de favoriser, par exemple, l'accès à des services ou d'assurer la mise en application d'une politique publique. Et ça peut être aussi des choses à beaucoup plus petite échelle. Il y a quelques stratégies ou termes qui sont souvent confondus avec le plaidoyer. Je n'irai pas vraiment dans le détail de qu'est-ce que chacun de ces termes-là est par rapport au plaidoyer parce que c'est vraiment bien détaillé dans le guide pratique. Mais essentiellement, il y a la mobilisation sociale, le lobbying, la sensibilisation et le marketing social, qui sont différentes stratégies qui ne sont pas la même chose que du plaidoyer, mais ce sont toutes des stratégies qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une démarche de plaidoyer plus large. On a également ressorti dans le travail du guide 4 grands principes de bonne pratique en plaidoyer. Le premier, c'est la participation et l'implication des personnes concernées par la problématique et le renforcement de leur capacité pour qu'ils soient vraiment impliqués. Donc, on ne fait pas nécessairement juste un plaidoyer pour des populations, mais également avec et même les amener à faire elles-mêmes leur plaidoyer. Ensuite, il y a également la question de la représentation. Donc, je l'avais abordé brièvement tout à l'heure. Mais en fait, essentiellement, en quoi ça consiste? C'est est-ce que les personnes qu'on représente sont d'accord pour qu'on les représente? Est-ce qu'on est légitime aussi pour les représenter? Ensuite, il y a la rétroaction. Donc, justement, quand on représente des gens, on a besoin de leur rendre des comptes, de les garder dans la boucle, de faire des suivis. Donc, ça permet justement de garder les gens engagés tout au long de la démarche. Et ensuite, il y a la légitimité. Donc, est-ce que c'est justifié que les personnes qui mènent les actions de plaidoyer interviennent sur l'enjeu en question? C'est particulièrement important pour le public que le plaidoyer va cibler. Parce que, justement, si on cherche à influencer
des politiciens, puis qu'on n'est pas nécessairement légitime pour représenter un groupe. Donc, si, par exemple, je mène un plaidoyer pour les droits ou des personnes âgées et qu'il n'y a aucun regroupement de personnes âgées dans ma démarche, ben, ce n'est pas tellement légitime et les personnes que je vais tenter d'influencer, ben, ils sont très peu susceptibles de m'écouter. Donc, quelques croyances sur le plaidoyer. Donc, est-ce que tout va bien jusqu'ici? Je vous invite à interagir, si vous voulez, dans le chat. On est rendu vraiment maintenant à la partie des croyances limitantes. Donc, on va vraiment regarder ensemble quelques croyances limitantes sur le plaidoyer. Et je vous invite, pendant que je parle, à réagir aussi. Par exemple, vous partagez cette croyance-là ou si ça vous fait réaliser que c'est peut-être pas tant limitant que ça finalement, ou c'est peut-être pas si vrai cette croyance-là, ou si vous avez des défis particuliers par rapport à ce que je vais nommer. Donc, je vous invite à le partager aux autres parce que c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que les autres pensent et comment ils le vivent de leur côté. Donc, je prends une petite gorgée, si vous permettez. Alors, la première, le plaidoyer est seulement une question de politique. C'est sûr que j'ai parlé beaucoup de politique depuis le début de la présentation, mais en fait, oui, effectivement, les politiques, c'est quand même un élément important là, pour les actions de plaidoyer, mais ce n'est pas toujours une question de politique parce que les publics cibles des démarches de plaidoyer sont variés. Donc, ça peut, par exemple, cibler un dirigeant ou une dirigeante d'une organisation, par exemple, pour le faire adopter une politique de développement durable organisationnel. Ça peut s'adresser aux médias pour qu'une thématique soit traitée sur la place publique. Ça peut être adressé aux membres de la communauté, à des leaders religieux. Donc, les cibles du plaidoyer peuvent être des politiciens, mais pas toujours. Ensuite, les actions politiques peuvent représenter une stratégie mineure dans un plan plus global. Donc, ça dépend. Il y a des stratégies où ça va vraiment être majoritairement dirigé vers les politiciens, mais pas toujours. Ça m'amène à faire la différence entre la et les politiques. Donc, souvent, quand on parle de politique, les gens vont penser à la façon de gouverner un État ou une organisation, qui est vrai. Donc, mais quand on dit la politique, on réfère au processus par lesquels les gens se font élire pour occuper différentes fonctions dans les gouvernements, organisations et les structures et activités qui sont reliées à ce processus-là. Donc, ça, c'est vraiment souvent la définition habituelle que les gens ont quand on parle de politique. Ensuite, quand on parle de les politiques, ça réfère aux règles de fonctionnement qui s'établissent au sein de gouvernements, par exemple des politiques publiques, et d'organisations afin d'assurer la mise en œuvre de leurs décisions. Donc, pour une organisation, ça pourrait, par exemple, être une politique de rémunération ou une politique de développement durable. Donc, ça, c'est les politiques. Donc, ça permet à faire en sorte que les décisions qu'on prenne soient appliquées et à obliger, disons, l'organisation à le faire. Ensuite, le plus intéressant, je trouve, c'est le politique. Donc, le politique, c'est l'interaction entre toutes les formes de pouvoir qui se créent lorsqu'il existe des relations humaines. Donc, c'est vraiment la capacité d'individus ou de groupes à en influencer d'autres. Donc, selon cette définition, j'avais oublié que j'avais ajouté une diapositive parce que je trouvais que c'était particulièrement intéressant de dire que, en fin de compte, selon cette définition-là, le politique, qui réfère à cette capacité d'influence entre les gens, donc tout le monde est influençable et tout le monde peut influencer également. Donc, c'est vraiment tous ces jeux de pouvoir-là qu'on a entre nous. Donc, tout le monde est politique et a le potentiel d'influencer ce qui arrive dans sa vie, sa communauté et son pays. Donc, deuxième croyance limitante, les activités de plaidoyer nécessitent un gros budget. Pourquoi ce n'est pas tout à fait vrai? Mais en fait, plusieurs activités efficaces ne nécessitent pas nécessairement un gros budget, par exemple de l'action sur les médias sociaux, des rencontres avec des décideurs, des lettres ouvertes, de l'action médiatique. Si je pense, par exemple, tout à l'heure, je vous avais parlé au plaidoyer pour le développement d'un réseau cyclable à Sherbrooke. Eux ont beaucoup utilisé les réseaux sociaux, sont allés rencontrer des décideurs et n'ont pas nécessairement dépensé
ils ont dépensé très peu d'argent, en fait, pour leur plaidoyer, ont quand même réussi à apporter des changements parce qu'ils ont réussi à saisir des fenêtres d'opportunité, par exemple, des périodes préélectorales. Donc, il y a d'autres ressources comme le temps ou l'engagement des personnes. On en avait parlé un petit peu plus tôt, il y en a qui l'avaient nommé. Les connaissances, les partenariats. Donc, si on a une bonne coordination avec nos partenaires, on peut essayer de faire en sorte de ne pas dédoubler le travail puis d'essayer d'optimiser au maximum notre temps et nos ressources. Le plaidoyer est un domaine spécialisé. En fait, ce qu'on a montré dans les fascicules, dans les 5 fascicules dont je vous ai parlé, c'est que en fait, le plaidoyer, ce n'est pas un domaine spécialisé. Tout le monde peut développer ses compétences en plaidoyer. Donc, nous, dans les 5 personnes qu'on avait interrogées, il y a quelqu'un qui est un communicateur pour l'Organisation mondiale de la santé, il y a une personne qui était une directrice d'une association, il y a quelqu'un qui était un ingénieur, qui était enseignant, il y avait une autre personne qui était professeure d'université dans le milieu de la recherche et une autre personne qui était une travailleuse sociale qui œuvrait dans le milieu communautaire. Donc, vraiment, les profils étaient très variés. Et donc, ce n'est pas exclusivement réservé à des professionnels ou à des experts. Donc, dans le plaidoyer pour la prévention et l'élimination des violences envers les femmes en Nouvelle-Calédonie, c'est justement ces différentes expertises-là qui ont été mises ensemble, qui ont fait en sorte que le groupe a pu faire avancer sa cause. Donc, et c'est pour ça, justement, qu'on développe des outils comme le guide Plaidoyer pour la santé pour que vous puissiez, justement, développer vos compétences et vous aider à structurer une démarche petit à petit. Puis, évidemment, c'est toujours utile quand on peut échanger avec des pairs pour partager sur les difficultés qu'on a ou sur les bonnes idées qu'on a. Ensuite, je suis seule, personne ne m'écoutera. Ça, celle-là, je l'entends quand même souvent. On a souvent l'impression que tout est plus grand que nous, mais en même temps, ce que j'aime dire, c'est que les personnes qu'on veut influencer, c'est aussi des humains comme vous et moi qui sont influençables aussi, qui influencent, mais qui sont influençables. Donc, je suis seule, toute démarche de plaidoyer doit commencer quelque part. Là, on l'a vu à quel point aujourd'hui, il y avait des gens qui avaient des intérêts en commun. Donc, souvent, quand il y a une cause qui vous tient à cœur, vous n'êtes certainement pas le seul. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est par exemple de vous joindre à un groupe existant, de rallier d'autres personnes ou groupes à votre cause et également de fixer des buts et objectifs réalistes. C'est sûr que si on commence de façon plus réaliste, plus petite, ça va être plus encourageant aussi pour la suite que si on veut déjà la paix dans le monde comme première étape. Donc, c'était un bon exemple, le plaidoyer pour le développement d'un réseau cyclable. En fait, l'enseignant, il a commencé tout seul. Il a constaté qu'il y aurait besoin de support à vélo dans son école. Puis, en fin de compte, il a fait du plaidoyer auprès de son école. Puis, ça grossit. Il y a eu beaucoup de mobilisation dans la communauté. Finalement, ça a permis de développer un réseau cyclable utilitaire à Sherbrooke, qui, dans le fond, c'est jamais fini nécessairement. Il y a toujours des améliorations, mais il a commencé seul. Puis quand je vous avais nommé tantôt, il a parlé aux ingénieurs de la ville, puis on dit que c'était les politiciens. Fait qu'il a commencé à s'intéresser aux politiques et à voir comment il pourrait faire pour les influencer. Ensuite, le plaidoyer n'est pas basé sur des données probantes. En fait, non, pour maximiser les chances de succès de votre plaidoyer, évidemment, c'est important de se baser sur des données probantes et plus particulièrement des données probantes percutantes pour mieux orienter vos actions. Et c'est important aussi, dans le fond, il y a une étape quand même de recherche documentaire là, dans le plaidoyer pour vraiment bien cerner l'enjeu et être solide au niveau de ses arguments. Donc, il y a vraiment une section sur les données probantes, l'analyse du problème et des solutions dans le guide. Puis quand je dis vision élargie, j'ai mis ça en parenthèse, c'est que en fait, des fois, la recherche, il n'y aura pas encore de recherche sur ce qu'on veut changer ou pour qu'un domaine de recherche soit solide, souvent, ça prend 20, 30 ans avant qu'on soit très confiant. Donc, mais on ne peut pas attendre 20 à 30 ans pour la transformation sociale. Il y a encore beaucoup de choses pour lesquelles il n'y a pas assez de données. Donc, ce n'est pas une raison pour ne pas agir. Donc, ce que je veux souligner, c'est
avec la vision élargie, c'est qu'après, vous pouvez aussi collecter des données probantes ou interroger des praticiens ou interroger des groupes qui représentent les personnes que vous voulez soutenir. Donc, c'est détaillé ça dans le guide, mais éventuellement, vous n'avez pas besoin d'attendre que toute la recherche soit béton parce que sinon, on va attendre longtemps puis on ne va jamais rien changer. Donc, c'est important d'agir quand même. Donc, l'exemple plaidoyer pour la pratique de l'activité physique, ça, c'est un plaidoyer, en fait, qui a été mené, c'est des chercheurs essentiellement qui ont regroupé des données probantes et qui ont créé la Charte de Toronto. La Charte de Toronto, en fait, c'est un appel à l'action qui est basé sur des données probantes et qui appelle les gouvernements à travers le monde à mettre en place les conditions pour favoriser la pratique de l'activité physique. Et depuis cette charte, il y a eu beaucoup d'actions à travers le monde favorables à l'activité physique. Donc, ça a quand même été un tournant ou un élément marquant qui a démontré vraiment une mobilisation de toute la communauté scientifique en matière d'activité physique qui appelait les gouvernements à agir. Donc, évidemment, il y a encore beaucoup à faire, mais ça a quand même été un point tournant. Donc, une chose que vous pouvez faire, évidemment, c'est de vous allier à des chercheurs ou à des personnes qui sont très proches des données et qui s'intéressent à votre cause. Donc, vraiment créer ces alliances-là pour avoir les meilleures données disponibles. Ensuite, le plaidoyer n'est pas mon travail. Je n'ai pas le temps de réaliser un plaidoyer. Ça aussi, c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Le plaidoyer, en fait, c'est une stratégie puissante en promotion de la santé. Et je vous l'ai montré un peu plus tôt, c'est vraiment, ça fait partie du référentiel de compétences. Donc, si, par exemple, votre travail ne vous permet pas de faire du plaidoyer, bien, peut-être que le premier plaidoyer que vous avez à faire, c'est dans votre milieu de travail pour que vous puissiez en faire plus. Mais certaines actions, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a différents aussi niveaux d'implication et que certaines actions ne nécessitent pas obligatoirement beaucoup de temps. Donc, par exemple, une lettre à l'éditeur ou une publication sur les réseaux sociaux. Évidemment, ça fait partie d'une démarche plus globale. On s'entend que ce n'est pas une lettre une fois à un éditeur qui va changer, qui va apporter le changement que vous voulez. Donc, ce que je veux dire, ça, c'est vraiment des éléments dans une stratégie. Donc, vous pouvez contribuer à une stratégie en menant quelques actions pour soutenir le groupe. Et évidemment, bien, ça souligne l'importance du travail en réseau pour optimiser le temps de chacun des membres du réseau ou des partenaires. Donc, c'est ça le plaidoyer pour la pratique de l'activité physique. Donc, la Charte de Toronto, bien, c'est essentiellement beaucoup des chercheurs qui ont été impliqués là-dedans, alors que ce n'est pas nécessairement dans leur mandat directement de faire du plaidoyer, mais dans le fond, eux, ils ont pris leur responsabilité parce qu'ils voyaient qu'est-ce que les données probantes disaient, puis ils ont décidé de passer à l'action finalement et de ne pas seulement rester dans leur milieu de la recherche. Donc, ils ont décidé d'agir. Donc, ça, c'est un exemple qui est intéressant à consulter dans ce sens-là. Ça m'amène aussi à une figure que François Lagarde a présentée à notre communauté dans le cadre du dernier webinaire qu'on avait présenté sur le plaidoyer, qui s'appelait « Plaidoyer pour le plaidoyer en santé publique ». Et ce qu'il nous présentait, dans le fond, je vous invite à aller consulter le webinaire pour vraiment comprendre cette figure-là plus en détail, mais ce qu'il présentait, parce que ce qu'on se disait, c'est qu'il y avait beaucoup de freins et d'enjeux souvent éthiques des professionnels de la santé publique essentiellement ou d'autres professionnels qui travaillent pour le gouvernement à mener une démarche de plaidoyer parce qu'il y a comme un enjeu par rapport à l'employeur. Et ce qui montrait, puis c'est beaucoup aussi, il y a beaucoup de freins aussi de ce côté-là, du côté des chercheurs. Ce qui montrait, c'est que, bien, dans le fond, c'est un continuum où il y a comme deux extrêmes, où il y a la recherche et à l'autre extrême, il y a le militantisme partisan. Puis souvent, ça fait peur le plaidoyer parce qu'on pense au militantisme partisan, mais il y a tout un spectre entre les deux où on peut intervenir. Donc, on peut être dépositaire de données objectives, mais aussi, si on veut aller encore plus loin et être un peu plus proactif, être des diffuseurs, des vulgarisateurs des enjeux. Et si on veut aller encore plus loin, être porteur de solutions, parce que souvent, c'est ces personnes qui détiennent l'expertise.
Donc, je vous invite à aller vraiment consulter ce webinaire. C'est vraiment passionnant. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont ici aujourd'hui qui ont assisté, mais François Lagarde va certainement mieux l'expliquer que moi. Alors, quelques facteurs de succès des démarches de plaidoyer, des personnes qu'on a interrogées et qu'on observe aussi dans notre communauté. Bien, premièrement, c'est des fondements scientifiques solides. Et ce qui est, comme dans le cas de la Charte de Toronto sur l'activité physique, c'était tellement aussi quelque chose qui était communément admis, de l'importance de l'activité physique pour la bonne santé, que c'était comme évident. Donc, il manquait une mobilisation pour pouvoir agir de façon plus affirmée. Et on pourrait penser, par exemple, à disons, un enjeu aujourd'hui comme la santé mentale. Bien, c'est un enjeu que pas mal tout le monde maintenant, pas mal tout le monde est d'accord que c'est un enjeu très majeur sur lequel il faut agir, par exemple. Mais c'est pas, là, c'est juste un exemple plus flagrant, mais dans tous les cas, dans tous les plaidoyers, un élément de succès, c'est vraiment des fondements scientifiques solides. Ensuite, c'est l'implication aussi des personnes concernées par la problématique. Le travail en réseau, les partenariats, l'entraide, c'était beaucoup ressorti parce que justement, ce partage d'expertise, ça permet d'être complémentaire finalement. La qualité des communications aussi, c'était ressorti comme un facteur de succès. Donc, choisir des bons leaders, des bons messagers, d'être capable de bien analyser les publics cibles qu'on veut influencer. Donc, pour ça, il y a des outils justement dans le guide pour tout analyser, les parties prenantes, les publics cibles. C'est assez détaillé, donc je vous invite à aller consulter parce que c'est ça, quand on fait une bonne analyse, une bonne planification, bien, on peut maximiser nos chances de succès et être plus stratégique en fait. Et enfin, il y avait le courage d'oser aussi. Ça prend aussi du courage. Ensuite, les défis. Quelques défis. Bien, évidemment, les démarches de plaidoyer, souvent, c'est des grands buts qu'on vise, donc ça demande beaucoup de patience. C'est des démarches qui sont à long terme, puis c'est jamais vraiment fini parce que toujours des améliorations de plus à faire. Donc, ça demande de la patience. C'est des choses qui, des fois, ça peut prendre 10 ans avant que le changement qu'on veut voir se produise, mais c'est pour ça aussi que c'est important de commencer petit, en fait. La mobilisation du groupe, c'est aussi un défi. Ça prend de l'énergie, du temps, de la patience. Mais par contre, ça vaut la peine parce que c'est ça qui est le plus puissant, en fait, de cette mobilisation et ces partenariats. Le travail en partenariat, évidemment, ça vient aussi avec des compromis parce qu'on n'est pas toujours nécessairement tous d'accord, mais ça vaut la peine de trouver des façons de trouver des points communs ou des façons de faire communes ou des messages communs, des priorités, en fait. Ensuite, les délais parfois serrés pour saisir des fenêtres d'opportunité. Bien, si, par exemple, le ministère ou le gouvernement fait une annonce qui est liée à votre enjeu et que ça vous prend 2 mois pour répondre, bien évidemment, ça sera trop tard. Donc, des fois, ça peut occasionner certaines périodes un petit peu plus peut-être de stress où est-ce qu'il faut réagir, il faut faire preuve de réactivité et réagir rapidement pour que notre message ou notre réaction soit entendue et peut-être même reprise par des médias. Et enfin, c'est sûr qu'il y a aussi des risques associés au plaidoyer, puis on en parle dans le guide. Puis il y avait beaucoup de guides, on trouvait, qui n'en parlaient pas nécessairement. Donc, je pense que c'est quand même une valeur ajoutée. Peu importe dans le pays, c'est sûr que les risques ne sont pas les mêmes peu importe le pays dans lequel on se trouve. Là, il y en a des pays où la liberté d'expression n'est pas nécessairement aussi bien accueillie qu'ailleurs. Donc, il faut être vraiment conscient de ça parce que sinon, ça peut aussi faire échouer la démarche de plaidoyer. Puis même dans un pays où la liberté d'expression est promue, il y a quand même des risques d'atteinte à la réputation. Si on n'utilise pas adéquatement les données probantes, qu'on n'utilise pas nécessairement les plus récentes, ou si ça va à l'encontre de notre employeur. C'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience, mais pas de s'empêcher d'agir pour ces risques. OK. Donc, dans le guide, on a, c'est ça, une section d'analyse et de gestion des risques.
Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Ça vaut la peine. Des fois, le fait juste de réfléchir et de se poser les questions, ça permet de voir des risques auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé. Voilà. Si, par exemple, les risques dépassent les bénéfices de l'action, bien, à ce moment-là, je vous conseille de ne pas nécessairement la faire, mais autrement, l'important, c'est de trouver des stratégies pour mitiger les risques. Ensuite, bien, il y a fixer des objectifs réalistes, commencer petit et célébrer aussi les petites victoires parce que c'est toujours le fun de pouvoir célébrer avec nos partenaires, avec nos collègues, les petits gains qu'on est capable de faire en chemin. S'entraider, ça aussi, c'est d'autres pistes. Quand quelqu'un est moins motivé, bien, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus motivé à ce moment-là, qui peut le ramener, le reconnecter au sens de ce que vous faites. Ensuite, bien, pour les partenaires, bien, c'est de s'entendre très tôt sur la mission, la portée, les limites et les priorités du groupe. Donc, vraiment, pour que ça fonctionne bien, on a plusieurs conseils qu'on a inscrits dans le guide. Et enfin, d'avoir une démarche structurée aussi. Ça, c'est une autre façon de pouvoir mieux avancer et de maximiser les chances de succès et de vraiment se poser les bonnes questions, en fait, pour bien analyser les publics, donc analyser les publics, les risques. Donc, voilà, c'est payant d'avoir une démarche structurée. Donc, on propose une démarche en plusieurs. On a découpé quand même en beaucoup d'étapes pour vraiment séparer les choses. Ça, c'est juste la figure. Je ne vais pas toutes les nommer, mais c'est la figure qui montre chacune des étapes. Et dans le recueil des outils proposés dans le guide, vous avez les outils pour chacune des étapes et on les a aussi séparés par étapes. Donc, vous avez le document au complet avec toutes les étapes, mais vous avez aussi des documents séparés par étapes. Donc, voilà, donc c'est pour vous aider à pouvoir vous poser les questions. Donc, et c'est sûr qu'on recommande de s'appuyer sur le guide. Donc, vous pouvez essayer de compléter le recueil tout seul, mais on fait vraiment référence au guide. Donc, l'intention, c'est d'avoir un peu les deux côte à côte là, quand on le fait pour pouvoir prendre connaissance des notions et ensuite remplir les cases correspondantes, les tableaux, par exemple. Donc, voilà. Pour conclure, ce que je veux que vous reteniez, c'est que le plaidoyer est essentiel à la transformation sociale. Et comme vous l'avez pu le voir, on a des valeurs et une vision du monde commune et on est beaucoup à avoir ces valeurs et cette vision-là. Donc, moi, ce que je me dis tout le temps, c'est que je me dis, mais si on se mettait ensemble, puis la richesse de notre complémentarité, moi, j'y crois. Quelqu'un l'avait nommé, qu'il fallait y croire, mais moi, je crois que si on se met ensemble et qu'on agit dans le sens du monde qu'on veut, notre idéal, bien, on va pouvoir avancer et tendre vers le monde qu'on voudrait voir. Effectivement, il y a des problématiques sociétales qui sont vraiment urgentes à régler. On ne peut plus attendre. Il faut agir. Et voilà, donc je vous invite à prendre conscience de votre pouvoir et à oser le plaidoyer. Voilà. C'est très stimulant, Sarah, ce que tu nous as présenté jusqu'à maintenant. Et dans le chat, les gens ont été très nombreux à partager leur expérience. Entre autres, il y a une personne qui nous a raconté un peu que sa tentative, elle a dit qu'elle a essayé, n'a pas été comprise et acceptée, et elle a ciblé des gens qui partageaient sa vision pour en discuter avec eux. Et elle a l'intention de repartir à l'attaque avec ce nouveau groupe. Alors, merci beaucoup de ce partage. Il nous reste quelques minutes. Peut-être qu'on voulait vous entendre un peu pour voir si et ceux qui ont le goût de partager brièvement leur expérience de façon verbale, vos succès, vos défis dans l'utilisation du plaidoyer. Levez votre main et nous activerons votre micro, mais tout en sachant que les interventions doivent être relativement brèves à ce moment-ci. Donc, je vais regarder du côté des mains qui sont levées. Et il y a plusieurs personnes qui nous ont posé la question à savoir si l'enregistrement sera disponible dès la semaine prochaine sur le site santéfrançais.ca. Alors, n'hésitez pas. Et de même, le contenu qui a été présenté par Sarah et le lien aussi.
Concernant la personne, on avait une première personne qui avait la main levée. Je vais regarder de ce côté, du côté des participants. Alors, on avait Saveria Caruso. J'espère que je prononce bien votre nom. Est-ce que vous voulez intervenir, s'il vous plaît? Saveria Caruso, est-ce qu'on peut ouvrir votre micro? Oui. Merci. Oui, eh bien, moi, en fait, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de plaider la cause pour les personnes qui sont dans les centres de longue durée, surtout les francophones, et que ces personnes aient accès à des services de soins de santé en français et aussi des travailleurs sociaux qui parlent la langue française. Et de plus en plus, parce que justement, on a justement mentionné la situation des défis au niveau de la santé mentale. Moi aussi, avec tout ce que j'ai entendu, ce serait intéressant aussi en tant que réseautage, si on avait une cause commune, comme par exemple la réduction de la violence contre les femmes, parce que les femmes aussi, les femmes âgées sont aussi des femmes qui subissent de la violence. Entre autres, bien, si c'était une cause commune, on pourrait travailler cette cause en tant que francophones, les francophones qui se sont réseautés aujourd'hui. Merci pour le commentaire. Peut-être que je réagirai en ajoutant un point que je n'avais peut-être pas mentionné, mais justement, ce que vous mentionnez en fait, c'est que si on a une cause commune, ça va avancer plus. Bien, oui, effectivement, si on est plusieurs personnes, par exemple, plusieurs groupes qui défendent les droits des personnes âgées ou qui, par exemple, qui s'intéressent aux personnes âgées, mais que chaque groupe priorisent des choses différentes, bien, les décideurs, après, reçoivent des gens, par exemple, dans leur bureau, rencontrent des personnes qui leur proposent plein de solutions, de stratégies différentes. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de se mettre ensemble pour voir, bon, mais quelles sont les priorités pour que chaque personne qui est dans le bureau ou qui rencontre les décideurs, bien, ils disent toujours la même chose, le même message, puis c'est vraiment de marteler le message. Donc, je pense que ça, effectivement, de trouver qu'est-ce qu'on a en commun, de prioriser ensemble, c'est une piste importante pour vraiment être beaucoup plus puissant dans notre démarche. Merci beaucoup. Et puis, avant de peut-être donner la parole à un deuxième intervenant, j'aimerais simplement signifier à tous qu'un sondage va apparaître à l'écran pour évaluer la présentation d'aujourd'hui et nous aider à préparer, planifier les prochaines sessions. Alors, si vous avez aimé ce que vous voyez aujourd'hui, si vous voudriez avoir une suite à ce que vous avez entendu aujourd'hui, s'il vous plaît, l'indiquer dans les questions que vous allez voir apparaître à l'écran. On avait une deuxième personne qui avait demandé la main et je crains de prononcer votre nom et de faire des erreurs, mais je dirais Adoum Baye Noubadoum. Est-ce que vous voulez toujours prendre la parole? Merci. Moi, je parle du Tchad. En fait, j'ai eu à faire un plaidoyer dans le cadre d'une rencontre pour contribuer à relever le niveau socio-économique des populations qui vivent dans une extrême pauvreté, dans le but de contribuer à lutter contre la malnutrition qui est endémique au sein de ces communautés. Mais malheureusement, je n'ai pas été compris parce que ceux à qui je me suis adressé m'ont fait comprendre qu'ils avaient comme objectif de lutter contre la malnutrition, mais que la question de la pauvreté ne les regardait pas. Et malheureusement, quand je n'avais pas beaucoup de gens qui soutenaient ma cause, j'ai dû cibler dans la salle finalement une personne qui avait un peu compris ma réflexion. J'ai échangé avec lui à la suite de la rencontre. On en a reparlé d'ailleurs longuement. Donc, à la prochaine rencontre, quand on aura, je pense qu'à deux, on repartira pour reposer le problème sur la table, en espérant que cette fois-ci, les gens vont nous comprendre. Merci à vous. Bon courage et merci d'avoir fait ce partage. Je vous invite, si vous l'avez pas, si ce n'est pas déjà fait, à consulter le guide plaidoyer. Dedans, on donne plusieurs conseils justement par rapport aux partenariats, de comment justement bâtir des partenariats, quelques éléments clés à faire. Par exemple, de mettre par écrit les priorités. Donc ça peut être des exemples, mais c'est super intéressant en fait comme question parce que ça m'amène à penser que
que ça pourrait être un sujet d'intérêt. On pourra peut-être sonder auprès de nos membres. Mais justement, de cette concertation, la question de la concertation, je pense que ça pourrait être... fait que je vous invite à réagir dans le chat là, si c'est un sujet qui vous intéresse, mais je vous invite à consulter le guide. Puis nous, d'un côté, on va réfléchir à voir comment on pourrait traiter ce sujet-là pour aller un petit peu plus en profondeur là, dans la concertation. Parfait. Merci beaucoup à tous. Notre temps est écoulé. Et je souhaite que nous puissions offrir une suite à ce webinaire d'aujourd'hui dès l'automne prochain, selon les questions, vos réponses au sondage. Sarah Chaput, directrice du REFIPS, section des Amériques, un grand merci pour nous avoir livré cette communication aujourd'hui qui a été fort inspirante. Un grand merci également à toutes les participantes et à tous les participants qui ont été très actifs au niveau du chat et qui ont permis des échanges entre les personnes. Alors, on se dit maintenant merci et surtout à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci.